L'instant. Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire sur la schizophrénie avec deux invités qu'on a aujourd'hui, donc Simon Lompré et Amélie Clément qui sont avec nous de la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, la SQS. Donc, pour vous en dire un peu plus sur les webinaires de la CSM, dans le fond, nous, on a une programmation de webinaires pour l'année 2025-2026 que vous pouvez consulter sur notre site web. On va vous partager le lien dans le chat tout de suite ou sinon à la fin du webinaire. Donc, le but de ces webinaires, c'est vraiment de discuter de différents enjeux, différents sujets liés à la santé mentale, que ce soit pour démystifier certains troubles de santé mentale, mieux comprendre le vécu des personnes également qui vivent avec. On essaie aussi de démystifier certains enjeux d'actualité liés à la santé mentale. Donc, si vous cherchez à plus en apprendre plus et vous instruire aussi sur la santé mentale, on vous invite à aller suivre nos webinaires. Et sans plus tarder, je vais présenter nos deux invités. Donc, on a avec nous Amélie Clément, qui est intervenante psychosociale et formatrice depuis 4 ans à la SQS. Elle travaille auprès des membres de l'entourage qui ont un proche ayant une schizophrénie ou une psychose apparentée. Et elle détient une maîtrise en art-thérapie et est actuellement candidate au doctorat en psychologie. Donc, bienvenue Amélie. Merci d'être Merci avec nous. beaucoup. Bonjour tout le monde. Et on a également Simon, donc Simon Lompré, qui est père aidant à la SQS depuis plus de 14 ans. Il anime des groupes de soutien, des activités de rencontre et il utilise aussi la créativité dans son sens large pour avoir une vision approfondie du processus du rétablissement. Donc, on a Amélie qui va venir plus nous parler du point de vue clinique, plus théorique, et Simon de l'expérientiel. Donc, bienvenue Simon. Merci d'être avec nous aussi. Merci, bonjour. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet avec un premier bloc. Donc, vous allez voir là, que le webinaire est divisé en 3 blocs. Et puis, après chaque bloc, on va avoir une période de questions. Donc, vous pouvez les poser après le bloc. Puis, on va également se laisser une petite période à la fin là, pour d'autres questions s'il y en a. Donc, ma première question, ça serait pour Amélie. Quelle est la définition clinique de la schizophrénie? Là, on vit dans un monde où il y a beaucoup de stigmatisation autour de la schizophrénie, il y a beaucoup d'incompréhension aussi et de fausses idées en lien avec la schizophrénie. Donc, on aimerait avoir dans le fond, une définition clinique de la schizophrénie pour mieux nous éclairer aujourd'hui. Oui, certainement. Alors, la schizophrénie, c'est un trouble mental qu'on va dire grave et persistant, qui va affecter plusieurs sphères de la vie d'une personne qui va en être atteinte. Donc, ses pensées, ses sentiments, ses émotions, ses comportements, puis aussi ses perceptions. On distingue, quand on parle de schizophrénie, on distingue comme trois grandes catégories de symptômes. On va dire les symptômes positifs, les symptômes négatifs, puis les symptômes plus cognitifs. Quand on dit négatif, positif, c'est pas des catégories pour dire qu'il y a des symptômes mieux que les autres ou moins bons que les autres. C'est plus pour dire, par exemple, les symptômes positifs, que c'est quelque chose qui va s'ajouter au fonctionnement habituel ou dans le cas des symptômes négatifs, qui va se soustraire du fonctionnement habituel. Donc, pour nommer quelques exemples, des symptômes positifs qu'on rencontre, c'est souvent des délires, des hallucinations. Les hallucinations, c'est principalement auditif, mais ça peut toucher pratiquement tous les sens. Donc, le goût, l'ouïe, l'odorat, donc vraiment tous les sens. Puis quand on parle plus des symptômes négatifs, ben là, on parle plus de ce qui se retire du fonctionnement habituel, donc la perte de motivation, la perte de sociabilité, la difficulté à exprimer de l'empathie, donc on parle d'apathie, la difficulté à ressentir du plaisir aussi. Puis quand on pense à la troisième catégorie des symptômes, on parle plus des symptômes cognitifs et de désorganisation. Donc, toutes les atteintes, par exemple, au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention, puis du traitement de l'information. C'est surtout les principales atteintes au niveau cognitif là, qu'on va entendre fréquemment.
Maintenant, malgré tous ces symptômes-là, ça ne veut pas dire que quand une personne est atteinte de schizophrénie, qu'elle ne va pas rencontrer des périodes où on va dire son fonctionnement va être normal, hein. Ça n'empêche pas une personne de se rétablir, puis la personne, elle n'est pas constamment dans ses délires, elle n'est pas constamment en train d'avoir des hallucinations. Euh, donc, c'est important pour moi quand même de vous préciser là, cet aspect-là où la personne n'est pas constamment en psychose, elle n'est pas constamment en perte de contact avec la réalité. L'autre chose à savoir, c'est que c'est pas, la schizophrénie ne va pas affecter l'intelligence. Donc, malgré les déficits cognitifs, les difficultés au niveau du traitement de l'information, puis les difficultés des fois qu'on va voir au niveau de l'apprentissage, ce n'est pas un problème d'intelligence. Donc, la personne n'est pas moins intelligente parce qu'elle a un diagnostic de schizophrénie. C'est souvent une fausse croyance ou un mythe qu'on va entendre, là, qui est complètement faux. L'autre chose aussi qui est à savoir, c'est que la schizophrénie, ça frappe sans distinction les différentes ethnicités, les différentes cultures ou les différents niveaux de socio-économiques. Donc, absolument tout le monde pourrait développer une schizophrénie au courant de sa vie. Merci beaucoup, Amélie. Une question qui me vient en tête, là, justement, quand tu dis qu'il n'y a pas de distinction, tu sais, n'importe qui peut développer une schizophrénie au cours de sa vie. C'est quoi les facteurs de risque, quand même, et j'imagine qu'il y a des facteurs de risque principaux liés à la schizophrénie. Puis est-ce que, c'est ça, en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont vraiment liés à la schizophrénie ou on va davantage attribuer ça à, comme par exemple, des facteurs biologiques ou... C'est vraiment une combinaison des deux. Donc, il y a des Mhm. facteurs qui sont biologiques, donc reliés à la génétique, à l'hérédité. Maintenant, la génétique est très complexe quand on parle de schizophrénie, hein. C'est pas forcément mon père est atteint, ma mère est atteinte, donc forcément, je vais développer une schizophrénie. C'est plus complexe que ça. Donc, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués. Donc, oui, si on parle de facteurs de risque reliés à la génétique, c'est plus à ces facteurs-là qu'on peut penser. Mais au niveau des facteurs de risque socio-environnementaux, il y en a plusieurs, dont par exemple la consommation active de substances, entre autres le cannabis. Ça peut être un facteur de risque assez courant. Certains aussi facteurs plus psychologiques, par exemple le fait d'avoir vécu des traumatismes durant l'enfance. Maintenant, ça ne va pas automatiquement causer la schizophrénie, hein. Ce qu'il faut entendre en facteur de risque, c'est sûr, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui vont augmenter les chances de déclencher la schizophrénie. Merci. Ben, je pense qu'il y a comme il y a beaucoup de fausses conceptions je pense, dans l'imaginaire collectif, là, que la schizophrénie va être passée justement d'un parent à un enfant, ou aussi, il y a beaucoup de stigmas liés, Mhm. par exemple, à des distinctions raciales qui sont faites, par exemple, des fois quand il y a des incidents reliés à la schizophrénie qui sont rapportés dans les médias. Donc, je pense que c'est important de mettre l'emphase sur le fait que c'est vraiment une variété, une multiplicité de facteurs qui peuvent mener justement au développement d'une schizophrénie. Euh, Exactement. C'est toujours de considérer les deux, donc à la fois la génétique puis l'environnement, jamais seulement un des deux. mhm. Ça, c'est comme quelque chose qu'on aimerait comprendre de façon plus simple, mais ça ne l'est pas. C'est un trouble de santé mentale qui est extrêmement complexe à comprendre. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas seulement une raison qui va venir expliquer. Il y en a plusieurs, puis qui vont toucher différents domaines de la personne. Tout à fait. Puis une autre chose que tu disais aussi que je pense que c'est vraiment important de garder en tête, c'est aussi que quand on parle d'une définition clinique de la schizophrénie, on parle des symptômes qui nous permettent d'identifier, mais ça veut pas dire que la personne est constamment en psychose ou constamment dans des symptômes ben, qui doivent être extrêmement difficiles à vivre dans le fond. Donc il y a quand même un message d'espoir là qu'on peut vivre avec la schizophrénie. Et justement, ben Simon, toi, c'est ta réalité. Comment est-ce que tu définis ton expérience de la schizophrénie? Ben, mon expérience, moi, ce que je sais, c'est que ça devait arriver. J'ai vécu une enfance, une adolescence un peu rêveur, un peu dans ma bulle. Et aussi, je pense que j'avais les gènes. Mon père avait probablement quelque chose qu'on n'a pas diagnostiqué, qui a vécu avec probablement quelque chose qui ressemble à la bipolarité. Mm. Euh,
Et aussi, ce qui a été très, ben, tu sais, en fait, là, les facteurs, pourquoi on tombe en psychose, pourquoi on développe une schizophrénie, ben, ça peut être par les gènes, ça peut être par la consommation de drogue. Donc, moi, j'ai consommé des drogues récréativement. Ça m'a vraiment pas aidé. Puis, j'ai eu des psychoses, en fait, pendant des bad trips quand je prenais de la drogue. Fait que le lendemain, j'étais correct, mais à un moment donné, c'est sûr que ça agit sur la chimie de mon cerveau. Et il y a aussi le stress ambiant. Quand j'ai eu mes premiers symptômes à 25 ans, je pensais que j'allais avoir le cancer, que je lisais aussi de la littérature ésotérique, là. J'entrais beaucoup dans ces idées-là, là, que je comprenais pas très bien. Et ça a créé comme une espèce d'histoire qui m'a habité pendant tout le temps que j'ai été symptomatique. Et puis, c'est ça, quand que la psychose s'est présentée, ben, c'est ça, ça a été j'étais vraiment au bout du rouleau à ce moment-là, là. J'avais vraiment tout essayé les solutions, puis c'était la psychose, ça a comme été la soupape de sûreté qui a fait en sorte que j'ai commencé à être symptomatique puis à vivre du délire, si on veut. Donc, c'est ça. En fait, moi, mon délire, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et que j'avais un rôle à jouer là-dedans parce que j'avais un lien avec Dieu. Donc, dans la maladie, ça arrive souvent que la religion fasse partie du délire. Moi, j'ai connu beaucoup de gens là, qui avaient ce délire-là religieux. Et puis, ben, c'est ça, en échange de ces impressions-là, parce que c'était pas des hallucinations ni des voix, c'était des impressions très fortes. Et puis, en échange, les anges et Dieu me disaient qu'il allait remédier à ma situation. Donc, avoir une santé inébranlable, atteindre l'immortalité, avoir de l'aide pour mes amis, ma famille, de la justice, réparer les inégalités. Puis, donc, je m'engageais là-dedans avec vraiment des buts à atteindre et je me disais, tu sais, c'est peut-être vrai, là, ce que je vis. Parce qu'il y a des moments dans mon délire où je revenais à moi et il y a des moments où je repartais. Donc, tu sais, comme tu peux voir, c'est comme une espèce de rêve éveillé duquel c'est très difficile de sortir parce qu'on est convaincu de ce qui se passe de ce qui se passe dans notre tête est réel. Donc, ça a été difficile un peu, là, justement, dans le rétablissement de voir qu'est-ce qui était maladif, qu'est-ce qui ne l'était pas. Puis c'est ça, en bout de ligne, ben, c'est ça, il y avait de l'angoisse, de l'anxiété, la sensation que les gens pouvaient lire dans mes pensées. C'était très dérangeant. Puis c'est ça, ça s'est terminé en isolement, incompréhension de la situation, beaucoup de désespoir, perte de mes repères les plus importants. La notion du réel, entre autres, là. J'inventais toutes sortes d'histoires à propos de ce que je percevais autour de moi. Donc, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, ben, le dialogue avec le médecin était très difficile parce que j'avais mon monde à moi et lui il me parlait de schizophrénie, il me parlait de psychose et moi, ça me disait absolument rien. Je connaissais pas, je savais pas c'était quoi. Donc, en même temps aussi, je connaissais pas vraiment, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Donc, ça a été long un peu le cheminement, là, mais j'ai reçu de l'aide et ça a fait son chemin, là. Merci, merci Simon. Dans ce que tu dis, je trouve que il y a vraiment l'idée que, dans le fond, la schizophrénie devient ta réalité. Puis j'ai hâte que tu nous dises un peu plus justement comment tu vis avec ça maintenant. Mais il y a comme une autre question qui me vient en tête. Ben, c'est pas une question, mais c'est plus peut-être une précision que j'aimerais qu'on fasse ensemble entre ou une peut-être pour différencier en fait la schizophrénie de par exemple la bipolarité où là aussi il y a la possibilité de faire des psychoses, surtout quand on est en phase de manie. Donc comment est-ce qu'on différencie ben, la schizophrénie par exemple de la bipolarité? Peut-être comme pour justement pour des personnes proches qui vivent avec des gens peut-être qui vivent peut-être une psychose ou comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? C'est peut-être une question qui me revient un peu plus. Oui, c'est ça. Ben, c'est à vous deux, en fait, là, que je parle. Spontanément, j'aurais envie de dire que la manie, c'est au niveau de l'humeur. Donc, c'est l'affect qui est particulièrement élevé. Dans la schizophrénie, on parle de psychose. Donc, quand on parle de psychose, on est dans une perception de la réalité qui va être altérée. Donc, c'est pas tout à fait le même registre. C'est pas nécessairement l'humeur qui va vivre des périodes d'instabilité, mais beaucoup plus, en fin de compte, le rapport à la réalité. Ouais, moi, j'ajouterais c'est une perte de contact avec la réalité qui est majeure, vraiment. Là, je rencontre des gens à l'hôpital ici, que ça fait des années qu'ils sont ici et qui sont dans leur croyance. Ils peuvent fonctionner, ils peuvent échanger, ils peuvent vivre, puis demeurer dans cet état d'esprit où ils sont vraiment
dans leur monde à eux et c'est un monde inventé par le délire, par la Mhm. maladie. Et il y a des gens qui passent, malheureusement, qui passent beaucoup de temps de leur vie, des gens qui ne reviennent pas à eux aussi. Donc, c'est la schizophrénie, c'est une sorte de prison, inventée, si on veut, là. Mhm. Merci beaucoup. C'est Euh, sûr que ce sont des distinctions qui ne sont pas non plus simples en soi, hein. Je pense entre autres au diagnostic de troubles schizoaffectifs où on a les deux diagnostics d'établis, donc à la fois un trouble bipolaire et une schizophrénie. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça peut être complexe là, pour les professionnels de la santé quand ils reçoivent quelqu'un dans leur bureau, d'établir le bon diagnostic assez rapidement. Donc, c'est pas non plus des catégories qui sont faciles à comprendre puis à bien séparer, même pour les experts, là. Ben oui, puis j'imagine qu'en plus, t'ajoutes par-dessus ça les stigmas, puis en plus, qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas encore. J'imagine que Mhm. ça rend ça encore plus difficile, c'est sûr. On va passer au deuxième bloc de questions. Là, on va rentrer un peu plus en détail dans ton expérience, Simon. Avant ça, je me demandais s'il y avait des questions du public, là, plus par rapport aux définitions, puis à ce qu'on vient d'aborder. Vous pouvez également garder vos questions pour la fin, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions. On va poursuivre avec mes prochaines questions. Puis là, ça va être vraiment, ça va être pour Simon. Peut-être aller un peu plus en détail dans ce que tu as déjà nommé là, par rapport à tes premiers symptômes, comment ça s'est manifesté. Puis tu disais que tu avais de la misère aussi ben, en fait, tu te rendais pas compte que tu vivais une psychose. Comment est-ce que tu étais capable d'aller chercher de l'aide? Puis où et comment est-ce que tu as trouvé de l'aide? Ah ben moi, en fait, quand que j'étais hospitalisé, ma mère est venue me voir puis elle m'a demandé si elle pouvait avoir accès au dossier. Et moi, à l'époque, Mhm. j'étais un peu en retrait, j'étais un peu rebelle, j'étais un peu mélangé. Et la bonne réaction que j'ai eue, c'est de dire à maman qu'elle pouvait avoir accès au dossier. Puis elle a fait en sorte que le cheminement était beaucoup plus facile avec le psychiatre. Et pour la suite des choses, quand je suis sorti de l'hôpital, le suivi à la clinique externe, elle a comme préparé un peu tout ce qui allait suivre après l'hospitalisation. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu avoir un logement subventionné, que j'ai pu avoir accès à la clinique externe, à une travailleuse sociale, à un médecin de famille, à une ergothérapeute. Tu sais, là, ça a été le moment. J'ai été hospitalisé 2 fois pendant 2 mois. C'est long, il n'y a pas grand-chose à faire sur les unités de soins. Mais quand je suis allé à la clinique externe de l'hôpital Jean Talon, j'ai été vraiment super bien accueilli. Un psychiatre, entre autres, qui aimait la littérature, il savait que j'aimais la littérature, que j'aimais jouer aux échecs. On a parlé de ça. Tu sais, j'ai comme été accueilli avec mes forces, puis les gens ont misé là-dessus. Et j'ai eu aussi un ergothérapeute, un coach de vie que j'appelle, là, qui m'a pris tel que j'étais, puis qui m'a amené jusqu'à l'emploi, jusqu'à la suite de mon cheminement. Puis, c'est ça, j'ai eu l'aide de mon meilleur ami aussi quand je suis sorti de l'hôpital. Il m'a dit, t'as pas changé, t'es toujours la même personne. Tu sais, il m'a dit, il a comme compris que je vivais de quoi de traumatique, puis j'étais un peu inquiet pour ma situation. Puis lui, il m'a rassuré, puis c'est une personne que je connais très bien, on se connaît de plusieurs situations. Puis c'est ça, ça a été, par la suite, ça a été moi qui a repris qui a fait le chemin non plus, là. Ben, en fait, aussi une autre chose qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé un rétablissement de rêve. Je vais en parler tantôt, plus tard, mais tu sais, j'ai vraiment eu comment je dirais, la, la, la- la situation idéale là, pour me rétablir. Merci. Je pense que ce qui est beau dans ton témoignage, c'est que souvent on entend des histoires très négatives du système de santé où les gens ont eu de la difficulté à être pris en charge et tout. Donc c'est réconfortant de savoir que on peut aussi trouver du positif dans le rétablissement aussi puis dans le système de soins. Euh, Puis, comme, ben, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé entre le moment où ben, tu as eu des symptômes, etc.,
et tu as été hospitalisé. Est-ce qu'il y a un événement qui a eu lieu? Comment est-ce que tu es passé en fait de quelqu'un qui savait pas ce qu'il y avait la schizophrénie à une hospitalisation? Oui, ben en fait, moi je travaillais dans une librairie, puis j'étais précaire depuis quelques années, un emploi qui n'a pas fonctionné. J'habitais en colocation, je savais pas où m'enligner, là. Tu sais, j'avais eu des études en création littéraire, mais ça s'est pas soldé par une réussite. Ça n'a pas été un échec non plus, mais ça répondait pas à mes questions. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre la spiritualité. J'étais beaucoup appelé par ça dans la littérature. Je trouvais qu'on n'en parlait pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, entre autres, au taoïsme. Et j'ai commencé à faire du tai chi dans une école avec un prof, avec une école vraiment géniale. Ça a été la meilleure décision de ma vie, ça a été d'aller faire du tai chi. Et là, j'ai appris à me détendre, j'ai appris les mouvements, tout ça. Et j'ai été en contact aussi avec l'énergie qu'on appelle le chi. Comme dit le prof de l'école, il dit, on ne sait pas ce que c'est, mais les Chinois appellent ça le chi. Donc, c'est très intriguant comme énergie. C'est une énergie dans le corps que j'ai appris à travailler dans les cours de méditation. Et ça a accroché ma curiosité. J'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout. Puis en même temps, je mêlais aussi des lectures que je faisais sur le chamanisme, sur toutes sortes de notions là, autour de la spiritualité. Puis ça m'a mêlé, si on veut. Mais en même temps, c'était nourrissant. Il y avait un côté sain là-dedans, puis en même temps, il y avait un côté qui était exagéré parce que je venais de comprendre certaines choses à propos de l'énergie, à propos de la spiritualité en général. Puis c'est ça. À un moment donné, je lisais les livres de Carlos Castaneda. Probablement que certains en connaissent cet auteur-là. C'est un auteur qui a fait une thèse sur le chamanisme et qui décrit, entre autres, des techniques de rêve lucide. Et j'ai essayé ces techniques-là, puis j'ai fait des rêves lucides après un mois et demi d'essai, et ça a été marquant. Donc, quand on m'a dit, tu as la schizophrénie, j'ai dit non, 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 j'ai eu un rêve lucide, j'ai été en contact avec des entités, j'ai fait 3 rêves marquants, et c'était ça qui était la pierre d'assise de mon délire. Et c'était très dur de me faire raisonner par rapport à ça parce que j'étais convaincu que c'était vrai. Donc, c'était un peu pour ça. Puis, une fois que je me suis retrouvé à l'hôpital, ben, ce qu'on me disait, quand on me disait schizophrénie, j'y croyais pas. Je me considérais tout à fait normal. On me parlait de psychose. On m'a dit contrainte sévère à l'emploi. Ça m'a choqué. Puis, en même temps, ça a été une aide aussi parce que j'ai pu me rétablir en douceur. Mais c'est ça, ça a été un paquet d'histoires aussi, ce que j'ai étudié à l'université en littérature, les courants littéraires que j'ai vus en théâtre, en cinéma. J'ai eu un cours de cinéma expérimental à ce moment-là qui mêlait toutes sortes d'idées étranges, la transe, euh, l'expérimentation au niveau du film, au niveau de la bande-son. Tout ça, ça a été ça m'a beaucoup marqué. J'avais l'impression d'être au bon endroit au bon moment, mais en même temps, c'était trop pour moi. Ça l'a explosé. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que tu es une personne qui est comme super instruite, qui aime lire, puis on dirait que c'est comme ça qui peut à la fois te sauver, puis aussi te mener euh, à justement à avoir développé une schizophrénie. Donc, j'ai hâte de voir le côté positif là, quand tu vas nous en parler après. Euh, puis pour Amélie, qui est un peu plus dans l'accompagnement, là, dans l'intervention, pour les proches, comment est-ce qu'on peut accompagner une personne qui nous apprend qu'elle vit avec la schizophrénie, comme par exemple, Simon, on voit que ta mère a beaucoup joué là, justement dans ton rétablissement, en t'accompagnant, en voulant voir les dossiers, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut bien accompagner une personne là, qui nous apprend qu'elle vit avec la schizophrénie ou qu'on apprend qu'elle vit avec. C'est sûr que spécifiquement pour les membres de l'entourage, la famille, c'est une expérience qui peut être extrêmement déstabilisante d'apprendre le diagnostic de son proche, en particulier de son enfant. C'est certain que les familles vont souvent être confrontées à un grand sentiment d'impuissance puis de méconnaissance de la schizophrénie au tout début. Donc, souvent, l'outil principal contre cette impuissance-là, c'est d'aller s'informer, c'est d'aller vers l'information,
c'est de participer à des formations sur le sujet, d'aller se documenter, d'aller chercher de la documentation, bien évidemment de sources fiables. Donc, c'est sûr que cette partie-là où on se renseigne, ben, elle va venir, en fin de compte, pallier au sentiment d'impuissance qu'on va ressentir rapidement au début. Puis, l'autre chose, c'est aussi au niveau du savoir-être avec la personne, hein. Donc, c'est sûr de conserver une posture qui va être empathique. Puis souvent, c'est plus facile de rester empathique quand on comprend bien la schizophrénie, puis les symptômes qui en découlent. Donc, c'est plus facile, par exemple, d'attribuer le comportement qu'on observe de notre proche à sa schizophrénie, plutôt, par exemple, souvent ce qu'on entend, là, des personnes qui sont moins bien informés, c'est bon, ben, il est paresseux en ce moment, il n'y a pas de volonté. Donc, quand on attribue ces caractéristiques-là qui découleraient plus de la personnalité, on est un peu plus hors champ en ce qui concerne la schizophrénie. Donc, d'aller s'informer, de se renseigner sur quels sont les symptômes négatifs en grande partie. Ça peut vraiment faire la différence. Puis aussi, par exemple, comment on accompagne quelqu'un qui perçoit des choses que nous, on ne peut pas percevoir. Donc, c'est sûr que nous, à la Société québécoise de la schizophrénie, on offre aussi des formations pour les familles qui sont très complètes, qui peuvent nous aider, par exemple, à mettre en pratique certaines techniques, dont la validation émotionnelle, qui permettent de se centrer sur la validation du proche. Souvent, on l'entend de plus en plus dans les recherches que la schizophrénie, c'est au niveau de la régulation émotionnelle que la souffrance prend forme, en fin de compte. Donc, c'est de comment on peut accompagner notre proche à se réguler émotionnellement. Et ça, souvent, c'est ce qui va vraiment venir faciliter l'accompagnement qu'on va avoir sans s'épuiser. Bien sûr, ça, c'est ce qui m'amène à mon autre point un peu, c'est de pouvoir rester présent mais dans le respect de ses propres limites, hein, de ne pas s'épuiser à travers ça, de respecter ses limites. Parce que qu'est-ce qui se produit quand on n'écoute pas nos limites? Ben, c'est qu'on s'épuise, voire on tombe en fatigue de compassion. Puis quand on arrive dans cet état-là, ben, on peut pratiquement plus adopter une posture empathique, puis on n'est même plus aidant pour le proche. Donc, c'est sûr de conserver cette idée-là de limite, c'est essentiel. Puis souvent, quand on commence dans l'approche aidante, c'est un peu plus difficile là, de situer ses barrières. C'est un nouveau rôle, donc un nouveau rôle qui est imposé, donc c'est plus difficile de savoir exactement quelles sont mes limites par rapport à ce rôle-là. C'est comme un rôle qui est pris pour acquis, comme si c'était naturel d'aider sans limite, alors que non, on a le droit d'avoir des limites. Puis, bien évidemment, de savoir aussi activer son réseau de soutien. C'est essentiel de pouvoir partager les responsabilités. Puis aussi de prendre soin de soi, mais via les groupes d'entraide, d'aller chercher de l'aide aussi par exemple, un suivi avec une parent de famille hein, qui est comme le membre de l'entourage qui a vécu, en fin de compte, avec une problématique similaire, puis qui va venir aider avec son savoir expérientiel. Puis au besoin d'aller chercher aussi un suivi plus psychosocial, c'est vraiment des choses qui peuvent être faites. Merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment important le rappel, justement, de prendre soin de soi, puis ben, d'essayer d'identifier ses limites, puis de mettre ses limites là, aux besoins qu'on est proche aidant, parce que c'est vrai que souvent c'est un rôle qui nous incombe, puis comme qui est un peu perçu comme quelque chose de naturel qu'on va faire, alors que c'est pas si simple dans la réalité. Ça m'amène à une question que j'avais pas prévue, mais que je pense qui est importante aussi, peut-être plus pour Simon. Dans le fond, quand je t'ai introduit, j'ai dit que t'étais père aidant. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton rôle là, en tant que père aidant, puis qu'est-ce que ça implique? Euh, Peut-être que ça va nous aider un peu à comprendre aussi ce qu'est-ce qu'un père aidant famille, pour faire la distinction entre Mhm. les deux. Oui, en fait, père aidant, mon rôle comme père aidant, ben, c'est vraiment d'être disponible pour les gens qui demandent de l'aide. Il y a des gens qui appellent à la SQS, qui aimeraient avoir un suivi. Donc, on commence un suivi qui dure pendant un certain temps où on évalue des objectifs, on évalue la situation. Moi, je suis là pour répondre aux questions,
partager mon vécu, témoigner de ce que c'est la schizophrénie, ce que c'est le rétablissement aussi. Ça fait maintenant, ça va faire 15 ans en janvier que je travaille comme père aidant, donc j'adore, comment je dirais, utiliser mon bagage et mon expérience pour répondre à des questions. Et c'est tout à fait naturel pour moi d'aider les gens qui vivent cette maladie-là parce que c'était tellement difficile à discerner pour certains ou à comprendre. Euh, et puis aussi, ben c'est ça, également sur les unités de soins, on fait des cafés-causeries, on anime un groupe autour d'une table dans une unité où les gens ont pas beaucoup de choses à faire, jasent entre eux, mais le social n'est pas toujours très présent. Ils sont un peu isolés dans une unité, entourés de gens qui sont isolés. Donc, nous, on est là pour amener un peu de vie, on témoigne de nos expériences. J'anime également des groupes au restaurant Vego au centre, dans le quartier latin. Un groupe de discussion, en fait, là, où j'amène des thématiques sur leur établissement. Et là, on échange à partir de nos expériences, puis il y a des questions qui se posent, des gens partagent. Souvent, on va dans des fois, on digresse, on va dans des histoires personnelles, on partage des fois nos frustrations, nos bons coups, tout ce qu'on vit finalement avec la maladie. Beaucoup de solidarité, beaucoup de gens qui sont là pour rencontrer du monde parce que souvent, avec la maladie, les gens sont un peu isolés et c'est le début du rétablissement, c'est d'aller vers les autres, de chercher à obtenir de l'aide puis d'avoir comment je dirais, de l'aide finalement là, pour leur situation. Et puis aussi, je fais des témoignages comme aujourd'hui. Des fois, c'est des étudiants, des fois, c'est des organismes, des fois, euh, c'est pour des fois, c'est des parents. Je rencontre une famille, des fois, au Vego, autour d'une table, et moi, je suis là pour partager mon expérience. Puis à partir de mon expérience, les gens peuvent me poser des questions, puis voir un peu comment moi, je l'ai vécu, qu'est-ce que je conseille. Puis, ben, c'est ça, ce que je peux dire, c'est que étant donné que j'ai eu une expérience en médecine douce, puis en spiritualité, ben, j'ai des réponses souvent à des questions que beaucoup de gens se posent dans la situation d'une personne atteinte de schizophrénie. Beaucoup de gens ont soit des voix ou des questions sur leur spiritualité. Puis je dirais aussi que le vécu de la psychose et de la schizophrénie, souvent, c'est un symptôme d'un besoin de spiritualité. Des fois, c'est ça qui vient en bout de ligne provoquer un peu la maladie parce que les gens ils ont beaucoup de questions et souvent, ça fait trop de questions. Et là, il y a des interprétations, il y a des essais, des fois, on se trompe dans nos choix. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un peu... j'aime répondre à ces questions-là parce que j'ai des ressources que j'ai utilisées comme la méditation, le tai chi, le qigong, la pleine conscience, tous des outils qui m'ont aidé à me rétablir et qui m'aident encore aujourd'hui. Donc, quand j'ai des appels de ces gens-là, j'ai souvent un bagage intéressant. Puis c'est ça. Ah, sinon, c'est des rencontres individuelles, des suivis avec les gens comme je fais à tous les jours, là. Merci, c'est tellement précieux ce que tu fais parce que c'est tellement nécessaire. Il y a tellement de stéréotypes, de préjugés à défaire sur la schizophrénie que justement de montrer des visages, puis de montrer des vraies histoires, de parler de son expérience, ça permet justement de défaire tout ce qu'on pense savoir en fait qui est faux, puis de voir qu'il y a des humains derrière, puis c'est vraiment précieux. Donc merci beaucoup de te livrer aussi, là, te dévoiler comme ça pour partager ton histoire. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y a des messages il y a des messages qui m'ont été envoyés directement. Euh, on demande, c'est pour Simon, pourquoi tu cherchais tant la spiritualité? Ah, ben moi, c'est depuis la naissance, hein. J'ai une espèce de croyance en l'immortalité, quelque chose qui, moi, pour moi, je l'ai vécu récemment avec le décès de ma mère. Pour moi, c'est comme la vie est une suite. Je trouve que elle est injuste de nous enlever des personnes qui nous sont chères. Et puis, j'ai toujours eu une croyance en l'immortalité. Pour moi, c'était un commencement, la naissance, mais il y avait jamais de fin. Et la spiritualité, je cherchais dans la spiritualité un peu des notions de l'équilibre, de trouver de l'équilibre, de trouver du sens à sa vie. J'ai grandi avec très peu de repères, un peu j'étais allé en littérature justement pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dans les livres. Et j'ai pas trouvé de réponse dans mes études et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité pour répondre à mes questions. Et j'ai trouvé là-dedans plusieurs réponses qui ont fait en sorte que comment je dirais,
j'ai un background qui me permet de bien vivre, si on veut, la vie de tous les jours. Et je continue avec les années à m'intéresser à un paquet pas des croyances, mais des spiritualités. Récemment, je me suis intéressé au tarot, par exemple, parce que ça m'intriguait. Des auteurs en parlaient. Donc, j'ai un vaste étendue de notions spirituelles qui me parlent beaucoup. Et moi, c'est un peu pour répondre les questions existentielles, finalement, là. C'est vraiment ça. Puis, en plus, ce qui arrive, c'est que c'est ce que j'ai vécu avec la maladie. C'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre et ça s'est déclaré comme une maladie. Donc, chercher de la spiritualité, chercher dans les croyances, ça me permet de donner du sens à ce que j'ai vécu, puis faire en sorte que la suite des choses soit plus douce, moins anxiogène, faire en sorte que je peux me détendre là-dedans, que je peux me situer, avoir un équilibre finalement. Merci beaucoup. C'est super intéressant. On a une personne qui dit aussi, votre implication est si précieuse. Merci de votre générosité dans la déstigmatisation de la santé mentale. Donc, je partage aussi ce message. C'est très précieux. Avant de passer au prochain bloc, j'aurais quand même une question comme par rapport comme plus aux barrières qui peuvent autant sociales que autant au niveau de la société qu'au niveau de, par exemple, des soins. Est-ce que tu as rencontré des barrières spécifiques? Si oui, lesquelles? Ah, ben moi, c'est le manque d'espoir. Tu sais, comme je disais, quand je suis tombé malade, ben, j'avais plein de questions, pas de réponses. Fait que j'ai longtemps vécu avec une situation qui était où je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais. Tu sais, je me rappelle quand je suis sorti de l'hôpital, là, j'avais l'habitude d'aller au parc écrire, ou au moins j'écrivais une page par jour. C'était ça le but. Et puis, je me rappelle, je les ai relus récemment et je me rendais compte que j'étais déçu de ma vie. Je trouvais pas de réponse. J'étais pessimiste. Euh, je faisais pas vraiment ce que je voulais. Moi, c'était la création qui m'intéressait. Puis j'y arrivais pas. J'étais déçu un peu de mes études. J'avais comme l'impression que c'était un échec. Euh, Aussi, l'incompréhension, je ne me croyais pas malade et il a fallu que je participe à un programme de réinsertion sociale pour comprendre que j'avais la schizophrénie. Donc, j'ai vécu aussi quelques années avec une espèce d'idée comme quoi c'était des synchronicités ce qui m'était arrivé, que ça avait du sens, que le contact avec Dieu avait été véritable. Et puis aujourd'hui, je suis capable de comprendre un peu ce qui s'est passé là-dedans parce que, comme je disais tantôt, j'avais des questionnements et j'avais aussi des réponses par moment. Aussi, je ne connaissais pas les ressources qui étaient à ma portée, le milieu communautaire. Quand j'ai découvert le déclic, le programme de réinsertion sociale dont je vais vous parler plus tard, quand j'ai découvert le déclic, j'ai fait comme, il y a des gens qui s'occupent de nous. Tu sais, j'ai fait comme, je me suis senti tellement seul longtemps que quand j'ai vu qu'il y avait des ressources, qu'il y avait de l'aide, j'ai fait comme, ça m'a vraiment ému. Je me suis dit, bon, enfin, je vais peut-être pouvoir avoir un cheminement, je vais peut-être pouvoir trouver du sens là-dedans. Et ça a été une super belle expérience. Et puis, je n'étais pas prêt pour retourner au travail. Euh, J'étais épuisé. Il a fallu que il a fallu que je me fasse une tête sur ce qui venait de se passer. Ça s'est passé en un an et demi environ, les psychoses. J'en ai eu trois. Et puis, il a fallu que je me refasse une santé, que je prenne le temps de me rétablir à mon rythme. Et comme je l'ai dit tantôt, l'ergothérapeute qui m'a accompagné, on a eu un dialogue pendant 8 ans autour de la maladie. Et au début, elle a été très présente. Elle m'a fait faire des groupes de rétablissement. Puis on a travaillé sur les perceptions, on a fait des jeux de rôle, tout ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est ça, ça a été pas mal ça qui m'a permis de passer à autre chose. Merci beaucoup. On comprend là, que c'est comme des barrières à la fois qui sont personnelles, mais qui peuvent aussi être sociales, aussi liées au fait qu'on on vit dans un monde aussi qui est un peu déconnecté de la spiritualité, puis des fois qui nous offre pas les réponses qu'on recherche. Donc, merci pour ça. Il y a une question dans le chat, mais je pense qu'on va y répondre avec le prochain bloc. Sinon, on va la reposer après. Mais j'aimerais qu'on passe un peu plus là, justement aux stratégies d'adaptation, au rétablissement, puis notamment à la question de l'art-thérapie, je pense qui est comme importante pour vous deux. Donc ma première question serait pour Amélie. Quelles sont les options de soins cliniques, mais aussi autres, pour la schizophrénie? Euh, voilà, quelles sont les options de soins? C'est sûr que dans la schizophrénie, on va prioriser une approche
qu'on va dire biopsychosocial, donc qui va toucher à la fois le côté biologique, le côté psychologique, puis le niveau social. Donc, côté biologique, souvent on va proposer naturellement une médication en phase aiguë. On va même souvent dire que c'est nécessaire en phase aiguë. Côté psychologique, donc, la psychothérapie peut être efficace pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Des fois, on peut entendre que non, ils sont pas, c'est pas efficace. C'est complètement faux. Donc, on peut faire la psychothérapie avec les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Je pense entre autres à une approche plus de groupe, par exemple, la TCC, la thérapie cognitive comportementale, où on va venir travailler les biais de pensée qu'on peut retrouver chez les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. C'est démontré comme étant efficace. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger tout le niveau social qui est extrêmement important d'aller dans les groupes d'entraide, d'aller dans les groupes de socialisation, de réaliser des activités avec un parent aidant, donc d'aller stimuler la socialisation pour réduire l'isolement. Ça va vraiment venir soutenir leur établissement. Donc, c'est vraiment comme des trois volets qui sont importants à considérer dans l'établissement. Puis, bien sûr, ben, moi, comme ort-thérapeute, je suis amenée forcément à vous parler d'ort-thérapie au sein des personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Ben, d'abord, pourquoi parler d'art-thérapie et de schizophrénie? Bon, peut-être, je vais commencer par essayer d'un peu plus définir l'art-thérapie, ce que c'est brièvement. C'est une démarche thérapeutique qui va réunir trois acteurs. Donc, le client, le thérapeute, l'art-thérapeute, puis la création artistique. Donc, en art-thérapie, on peut faire de l'art-thérapie par la musique, par les arts visuels, par la danse, par la dramathérapie, donc plus comme le théâtre. Il y a différents médiums artistiques qu'on peut venir utiliser dans une démarche thérapeutique. Voilà. Puis pourquoi maintenant parler d'art-thérapie avec les personnes qui sont atteintes de schizophrénie? Mais c'est sûr que quand on est atteint de schizophrénie, souvent on va vivre ce qu'on appelle de l'alogie. L'alogie, c'est dans le fond une difficulté à exprimer, à s'exprimer, à verbaliser. Donc tout ce qui passe dans le verbal peut être plus difficile à communiquer quand on est atteint de schizophrénie. Puis souvent de se sentir compris, c'est plus difficile aussi avec les symptômes dissociatifs qu'on peut voir dans le diagnostic de schizophrénie, c'est plus compliqué de le verbaliser. Donc, pour cette raison-là, puis aussi pour la raison que souvent la schizophrénie, on est confronté comme à un non-sens. La psychose, c'est l'aspect de la schizophrénie qui ne fait pas vraiment de sens. Mais l'art, en fin de compte, vient pallier à ces deux choses-là. L'art-thérapie va venir aider la personne à communiquer par un autre moyen que la parole, ce qu'elle va vivre comme souffrance. Puis en même temps, ben, la création artistique, ça vient créer un sens. Donc voilà pourquoi parler d'art-thérapie et de schizophrénie. Si jamais vous avez plus de questions sur cette approche, ça me fera plaisir d'y répondre. Euh, donc je pense aussi que pour Simon, l'art a pris une place quand même importante dans ton rétablissement. Donc je pense que je vais te laisser enchaîner. Oui, ben moi, en fait, ben c'est ça, j'ai fait des études en création littéraire. Mon but, moi, c'était d'écrire un livre. C'était mon rêve d'enfant, adolescent. C'est la route que j'ai prise, puis c'est c'est ma marraine qui m'a beaucoup encouragé à aller vers cette voie-là. Elle me disait, la création, il n'y a rien de plus beau que ça. Je me suis engagé là-dedans sans vraiment savoir exactement c'était quoi la littérature, c'était quoi l'art. Puis j'ai découvert en chemin des auteurs que j'ai beaucoup aimés, tout ça. Quand je lisais, j'avais le goût de répondre par l'écriture. J'avais le goût de dire, ah ben moi, j'ai vu que telle chose ou telle, je vois ça de telle façon. Mais c'était plutôt embryonnaire quand j'étais jeune. Mais c'est quand que je suis sorti de l'hôpital et là, j'avais vraiment c'est un de mes amis qui m'a dit, tu devrais écrire, tu as vécu quelque chose de marquant. Il me disait, c'est important que tu en parles. Ça a pris un certain temps, mais j'ai un recueil de poésie que j'ai écrit depuis plus de 10 ans. À travers ça, ben, je raconte mon expérience, je trouve de la beauté dans ce que j'ai vécu. Je suis capable de parler de ce qui a été difficile aussi. Et c'est une sorte de, comment je dirais, c'est sortir un peu le mal que j'ai en moi, là, la maladie, c'est de la mettre devant moi, puis c'est de faire en sorte que, elle devient moins lourde et que je peux la partager. C'est important aussi
c'est ça, de savoir que je m'adresse à quelqu'un qui, pour l'instant, j'écris ça pour moi, mais je m'adresse à quelqu'un quand j'écris. Et aussi pendant des années, surtout quand je suis sorti de l'hôpital, ça a été l'art du collage avec des morceaux de photos, de magazines, de, de- de papier. Ça a été une thérapie pour moi aussi. Ça a été une façon de me plonger dans les couleurs, la forme, les créations, ce que j'ai envie de partager. Et il y a aussi la musicothérapie, entre autres, avec un de mes amis. Quand je suis sorti d'hôpital, la grande bibliothèque à Montréal a ouvert et je suis allé au huitième étage où il y a une collection de disques. J'ai dit, ah, on peut en emprunter. Puis à l'époque, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais vraiment perdu le goût de tout. Et à un moment donné, j'en ai emprunté pour voir si j'allais aimer ça. Et finalement, j'ai pris goût. Et j'ai découvert beaucoup de musiciens comme ça, des courants, tout ça. Puis ça a été, la musicothérapie a été très importante pour moi parce que ça m'a permis de retrouver le goût de vivre à travers la musique, le goût que j'avais perdu. Et ça s'est transformé tout d'un coup en attente, en espoir, en anticipation, en plaisir. Et puis, c'est ça. Et là, pour l'instant, en ce moment, c'est la bande dessinée qui m'intéresse. Donc, je dessine depuis plusieurs années, mais j'essaie de mettre ça en bande dessinée, de raconter des histoires. Puis, c'est plus un jeu pour moi, pour l'instant, pour le plaisir d'explorer. Puis, parce que ça fait du bien, la bande dessinée, souvent, c'est pas sérieux, c'est des images humoristiques où il y a un côté caricatural derrière ça qui amuse, puis qui fait en sorte que je me change les idées. Puis, je sens que c'est sain pour moi, là. Merci beaucoup. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, autant l'art, ça peut être un moyen de parler de quelque chose, puis autant c'est quelque chose qui peut juste faire du bien, comme juste le faire, puis ça devient comme un loisir auquel, comme tu le nommes, là, on a comme hâte de le faire, puis ça donne un peu d'espoir aussi, là, veux pas, ça donne l'envie de se réveiller le matin pour, pour faire ce qu'on aime faire. Donc c'est vraiment super. Puis, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été aidantes pour toi à travers ton parcours, outre l'art-thérapie, puis la musicothérapie, par exemple? Ah oui, ben en fait, ben oui, la médecine douce, comme je disais tantôt, quand j'ai appris le tai chi, la méditation, ça a été marquant pour moi. Puis là, je suis en processus pour retourner à des cours de Qigong pour recommencer puis le pratiquer par moi. J'ai eu une pause, une couple d'années. Mais c'est ça, c'est un monde où on peut veiller sur notre santé mentale, notre santé physique, on peut prévenir des maladies par les exercices qu'il y a dans la méditation, le tai chi, le qigong, ces choses-là. Ça a été majeur pour moi. Sinon, ben oui, comme je dis, quand j'ai participé au programme de réinsertion sociale de Déclic, on a fait un documentaire sur la schizophrénie et on est allé le présenter à Bruxelles. Ça a été un voyage qui a été hyper plaisant. Et puis après ça, on m'a demandé d'écrire mon livre. Ça aussi, j'ai écrit un livre sur mon histoire qui m'a permis d'être thérapeutique. Sinon, mon travail à la SQS, depuis que je suis ici, j'apprends beaucoup. Je suis en contact avec des gens comme moi qui vivent la même chose que moi. Fait que souvent, j'apprends beaucoup de l'expérience. Souvent, je suis étonné de voir comment ça peut être des concordances, qu'on a vécu la même chose. Puis, comme on anime un projet de vie, retour à la vie active et à l'emploi en ce moment, puis c'est comme les questions qu'on nous pose, ben, on a les réponses. Tu sais, il y a une personne, entre autres, qui s'inquiétait si elle était au bon endroit. Je dis, on a toute l'année là, de septembre à avril pour répondre aux questions. Toutes les questions que tu as, on va pouvoir y répondre. Fait que c'est vraiment le fun de voir que notre bagage est utile. Puis on voit là, les gens, il y a des déclics là, qui se fait là. Ah oui, OK, je peux faire telle chose. Fait que donc, ça fait partie aussi de ce qui m'aide de mon travail. C'est une thérapie aussi. Puis quand j'ai commencé à travailler comme père aidant, c'était thérapeutique parce que j'apprenais le rétablissement, puis j'ai appris mon travail en cours de route. Et je dirais que c'est le travail ce que j'aurais souhaité avoir, je pense, là. Ça donne du sens, j'imagine aussi, tout à fait. Il y a d'autres questions. Ben, il y a une question dans le chat. Il y a une personne qui aimerait savoir qu'est-ce que vous avez trouvé le plus aidant dans l'approche des intervenants de la santé quand vous éprouviez une intensité de vos symptômes? L'approche que j'ai trouvée, Puis quels seraient vos conseils? ouais. Euh, mais l'ergothérapeute que j'ai eu a été très beaucoup d'humour, entre autres. Elle avait beaucoup d'humour.
trouver du plaisir dans nos activités. Euh, v- se changer les idées. Entre autres, à parler des lunettes, de nos perceptions, Mhm. les lunettes de couleur, les lunettes noires, qu'on est un peu maître de nos perceptions, si on veut, là, qu'on peut décider, quand il nous arrive une situation, de déterminer comment on va réagir, qu'on peut prendre du recul, se dire, OK, bon, là, cette situation-là me stresse ou je me sens un peu anxieux. Comment je peux voir la situation pour qu'elle se transforme en quelque chose de positif? Il y a ça qui m'a aidé. La pleine conscience, beaucoup. J'en ai pas parlé beaucoup, mais ça a été pendant des années que j'ai pratiqué la pleine conscience. Et j'ai des livres chez moi que je revisite souvent. En fait, comment observer comment je dirais, une pensée qui peut être négative ou une pensée qui peut être néfaste, si on veut, et comment la transformer en quelque chose de positif, en quelque chose de sain, d'équilibré. Un livre, entre autres, qui s'appelle Pour une métamorphose de l'esprit que j'ai lu de Thich Nhat Hanh. Et c'est une forme de psychanalyse, si on veut, de l'esprit. Ça permet de voir un peu, oui, c'est un peu avancé comme livre, mais moi, ça a répondu à beaucoup de questions. Ça me permet d'avoir une sûreté quand que je vais moins bien, d'être en mesure me replacer, de me resituer, si on veut. Et puis, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé, oui. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça répond bien à la question. S'il y a des personnes qui ont des questions, on est rendu à la période des questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main pour la poser à vive voix ou bien l'écrire dans le chat. Je vois qu'il y a également une autre question, là, une personne, bon, c'est peut-être un peu précis, mais peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. Une personne qui nous dit, j'ai un père aidant qui dépendait du gouvernement financièrement, l'aide sociale. Si vous avez vécu cela, comment cela était pour vous? Ouais, ben moi j'ai vécu avec l'aide sociale. Ben, j'ai été chanceux, j'avais un logement subventionné, donc je payais 25 de mon revenu pour habiter. Donc ça a été très difficile au début. J'avais pas beaucoup d'argent. Comme je disais au curateur qui venait chez moi, je dis je regarde les gens vivre. Tu sais. Oui, je me nourris, j'ai l'essentiel, mais j'ai pas vraiment de vie. J'ai pas de loisirs. J'avais mes loisirs, mais à l'époque, c'était pas encore développé avec le salaire est venu un peu le plaisir de découvrir, d'avoir une vie plus active. Mais au début, c'était difficile. Puis, qu'est-ce qui m'a. Ben, c'est ça. Par la suite, quand j'ai fait le déclic, j'avais un montant plus gros sur mon revenu qui m'a permis de vivre un peu à ce moment-là. Et quand le déclic a eu des problèmes financiers, moi, ça a été vraiment difficile à ce moment-là parce que j'écrivais mon livre, ça n'a pas été publié. Et là, je me disais, qu'est-ce que j'ai devant moi? Je ne retourne pas sur l'aide sociale, je ne veux pas retourner sur l'aide sociale. Et là, j'ai fait appel à l'Arrimage où ils m'ont proposé des emplois, ils m'ont dit vraiment, qu'est-ce que tu recherches? Puis, euh, en chemin, j'ai rencontré ma mère et ma tante ont vu le journal de la SQS où il parlait de la formation père aidant. J'ai décidé d'appliquer, de faire la formation et ça a été vraiment une super belle période de ma vie où j'ai appris le rétablissement, puis ce que c'était là, vivre avec une maladie, mais aussi la transmettre. Là. C'est que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Vous pouvez les poser dans le chat, lever la main. Sinon, ça c'est un applaudissement, merci. Ben sinon, avant qu'on termine, est-ce que vous voulez nous dire un peu, ben justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent là, qui ont besoin de services, qu'est-ce que vous offrez à la SQS? Ben peut-être Amélie pourrait répondre. Simon, tu nous as dit un peu là, justement qu'est-ce qu'il y avait en tant que pour les parents aidants. Qu'est-ce que vous offrez d'autre comme service? Oui, certainement. En fait, les services s'adressent à la fois aux membres de l'entourage qu'aux personnes qui sont atteintes de schizophrénie ou de psychose apparentée. Donc, pour ce qui est des membres de l'entourage, professionnels y compris, hein, c'est aussi les professionnels. Donc, on offre quand même des formations pour les intervenants, des services de supervision aussi pour les intervenants. Si vous avez des cas en particulier que vous aimeriez échanger, on peut en parler. Pour ce qui est des formations pour les familles, donc on a des formations comme Aider sans s'oublier, qui visent justement à donner beaucoup de documentation, beaucoup d'informations sur la schizophrénie au niveau de ça. Puis de développer aussi des compétences comme le savoir
savoir-être, le savoir-faire avec quand on a un proche qui est atteint d'une schizophrénie. Donc, c'est sûr que ces formations-là sont vraiment très utiles, vraiment très aidantes. On a des membres de l'entourage qui la suivent même plus d'une fois, là, c'est vraiment très complet. On offre aussi des services de parraide en famille. Donc, le parrain en famille, c'est un peu comme Simon, mais pour les membres de l'entourage. Donc, ce sont des intervenants qui interviennent avec leur savoir expérientiel. Puis, on a ces activités de socialisation de part aidant qui s'inscrivent là, quand même dans notre registre d'activités. Puis, on offre aussi des conférences. Des fois, ça peut être intéressant, des conférences qui traitent de sujets variés, toujours en lien avec la schizophrénie, bien sûr. Mais si jamais il y a un sujet qui vous interpelle, ben, ça peut être intéressant d'aller visionner là, les conférences qu'on a. On en a plusieurs. C'est sûr que pour y avoir accès, il faut être membre. Donc, voilà, c'est pas mal ce qu'on offre comme service. Merci beaucoup. J'ai mis le lien aussi dans le chat pour les personnes qui veulent aller voir votre site web pour avoir plus d'informations. Je vois qu'il y a une question de intervenante. Oui. Égalité par rapport, vous avez parlé à deux diagnostics en même temps. Je pense schizoaffectif, je voulais le nom par rapport à ça à un moment donné qui a été nommé. Oui, la question, c'est d'avoir plus d'informations. Non, par rapport à, vous avez parlé d'un double diagnostic, il y avait un mot pour ça, mais je me Oui, rappelle plus. oui, c'est le trouble schizoaffectif. OK. Puis j'ai une autre question. Mhm. Oui. Vous avez parlé aussi quand il y avait, par rapport à l'art-thérapie, il y avait comme un nom pour, je sais pas si c'était approche biomédicale, mais on parlait du biologique, de la psychothérapie et de la socialisation. Oui, donc c'est un peu ce qu'on vise quand on cherche en fin de compte à apporter des soins à une personne qui est atteinte de schizophrénie. On va avoir une approche biopsychosociale. OK, merci. Merci. Mhm. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Amélie et Simon, pour votre partage, pour avoir partagé votre savoir, autant théorique qu'expérientiel avec nous. Je pense que c'est plus que pertinent là, pour les personnes qui nous ont écoutés. Même moi, j'en ai appris beaucoup, donc merci beaucoup. Puis, pour les personnes qui ont visionné le webinaire, si vous voulez le partager avec d'autres personnes qui pouvaient pas être là aujourd'hui. On va le publier sur notre page YouTube, donc vous allez pouvoir le partager là, ça va être gratuit, accessible à tous.